Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Javaïri, bienvenue à vous. Vous êtes écrivain et producteur. Votre roman L'Ayatollah aimait sa femme plus que Dieu est publié aux éditions Gallimard. À vos côtés, Gaïa Gigi, bienvenue. Vous êtes réalisatrice. Votre nouveau film L'étrangère sort en France et en Belgique le 24 juin, dans quelques jours donc. Et pour la musique, le groupe Bakir, trio marseillais qui arrive tout juste de la cité phocéenne, formé par Hicham Saïd au chant, Alexandre Belando à la guitare et avec nous en plateau Yoko au synthétiseur et Gabriel Delon, manager et arrangeur. Bienvenue à tous les deux. Votre premier album s'appelle El Alba, ça veut dire à l'aube en italien. Vous serez en concert au festival Nuit Métis à Miramas le 25 juin et ensuite au cours de l'été au festival de Thau et d'Aurillac, toujours en France. On commence en musique avec vous et votre titre Mister Orange. Mister Orange, on est bien à Marseille. Yoko, qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Ce qui nous a inspiré cette chanson, c'est un peu les dictatures qu'il y a dans le monde. C'était pour faire une critique un peu de tout ça. C'est Mister Orange, ça représente un peu Donald Trump. C'était un peu une critique à tous ces gouvernements qui font de l'oppression partout dans le monde. Voilà. Ouais. Un mot sur ce clip magnifique, sincèrement. Vous accordez beaucoup d'importance à ça. C'est un vrai petit court-métrage de cinéma. Exactement, il a été réalisé par Adil Voisin, Ouais. qui est un ami à nous. Et effectivement, on avait envie que ce soit ancré à Marseille, avec des belles images. Après, on lui a fait entièrement confiance. C'est lui qui a fait le scénario, qui a réalisé, qui a trouvé les comédiens pour le clip. Et ensuite, les figurants, c'était des amis à nous qui ont participé à ce clip. Et on voit une mariée. En quoi c'est une scène de vie? C'est une manière de répondre justement à ces autocrates qui veulent diriger le monde? Oui, c'est ça. En fait, c'est un couple qui revit ses moments, ses beaux moments passés et qui ne peut plus les vivre aujourd'hui à cause des guerres et de l'oppression. Alors, vous êtes à la croisée des influences entre Gnawa et électronique, Gnawa électro. Pourquoi musicalement ça marche aussi bien, selon vous? Pourquoi ça marche aussi bien Il y a d'abord votre talent, mais au-delà de ça. C'est deux styles de musique qui, pour nous, étaient faits pour se rencontrer, parce que c'est deux styles où il y a deux genres musicaux, où il y a la trance qui est dedans. Donc avec des rythmes répétitifs, des basses en continu. Et du coup, on a fusionné ça parce que on avait l'envie déjà d'exporter cette culture du Maghreb et de la fusionner avec nous, notre bagage artistique qu'on avait aussi avant. Et vous êtes curieux, vous suivez aussi ce qui se passe de l'autre côté de la minorité. Je sais que vous aimez beaucoup Nass El Riwan, notamment, qu'on apprécie tout autant. Alors un groupe qui parle français, arabe, italien, c'est bien plus qu'un trio, c'est une famille artistique. Comment s'est opérée la rencontre? Comment est né votre groupe? Alors Bakir, c'est né il y a 3 ans. Donc post-Covid, on avait l'envie après le Covid de faire bouger les gens, de faire danser les gens. Et du coup est né ce projet. On a commencé à 2 avec Alexandre qui est à la guitare. Et ensuite Hicham a intégré le projet et c'est là où Bakir est né. Et du coup ça fait 3 ans maintenant que... Et vous assumez évidemment, Gabriel Delon, le côté, je sais qu'il est galvaudé, le terme engagé, mais en même temps quand on est artiste, forcément il y a toujours une prise de position, un point de vue créé, c'est dire des choses. Et il y a notamment le titre Printemps, parmi les 7 chansons qui composent cette EP, Printemps, allusion à ce qu'on appelait les printemps arabes qui ont éclaté au départ en Tunisie, en 2011 notamment, 2010-2011. Est-ce que vous diriez, on imagine que vous en parlez entre vous, il y a notamment Hicham qui a des origines marocaines, même si au Maroc ça ne s'est pas passé de la même manière. Est-ce qu'on est passé de l'espoir à la désillusion dans une partie de la Méditerranée selon vous?
Je dirais pas ça parce que justement nous on a fait cet album parce que c'est un cri du cœur et c'est pour justement donner de l'espoir aux gens. Et c'est justement notre but, c'est de donner de l'espoir et de dire qu'on peut quand même faire changer les choses malgré tout ce système qui nous entoure. On peut quand même changer les choses et on reste positif. Ne pas bercer dans le pessimisme. Gabriel Delon, vous êtes Marseillais, on le disait. Vous le savez mieux que quiconque, la Méditerranée, c'est un point de passage, mais aussi parfois une frontière infranchissable. Et vous en parlez notamment à travers le titre Mouja. Oui, tout à fait. Mouja qui signifie la vague. Et en fait, cette chanson, qui est d'ailleurs la première qui a été dans le projet et qui raconte la difficulté de circuler. Et en fait, c'est aussi ce qu'on défend. L'engagement est vraiment central dans le projet Bakir. Et du coup, on se place du côté des gens, des opprimés. Et en fait, là, ça raconte l'histoire d'une famille qui décide de traverser la Méditerranée. Donc, c'est un peu le propos de cette chanson. Et pourquoi Bakir, au fait? Bakir, on a longtemps cherché et puis on est tombé sur Bakir. C'est une sonorité qui nous a paru bien. Et puis finalement, on s'est aperçu que ça voulait dire plein de choses en arabe. Ça veut dire tôt le matin, ça veut dire jeune chameau. C'est aussi un prénom en Turquie. Donc ça veut tout dire et rien dire en même temps, et c'est ça qui nous a plu. Et ça marche en tout cas. Voilà pour Bakir. Et vous nous réservez une petite surprise à la fin de l'émission. Vous évoquiez celles et ceux qui tentent de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Il en est question dans votre film Gaïa Gigi. Alors vous aviez réalisé votre premier long métrage, Mon tissu préféré, après avoir quitté votre pays natal, la Syrie, en pleine guerre. Et dans l'étrangère, vous racontez l'histoire de Selma qui a fui Damas, la capitale, en laissant derrière elle un enfant, son fils, âgé de 6 ans, et un mari disparu dans les geôles du régime de Bachar al-Assad. Elle arrive à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. On regarde la bande-annonce. Mon mari est prisonnier politique en Syrie. Il est probablement mort. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident. Je travaille en face. Oui, je sais, oui. Et rentrez. J'ai besoin d'un avocat. J'ai un fils qui est resté en Syrie. Je m'occupe du dossier de la migrante dont je t'ai parlé, là. Tu vas avoir le temps pour ça? Tout ce qui apparaît dans votre récit, ce courage, c'est ça qu'il faut raconter. Tu l'as aidé, tu t'es senti utile, mais il faut que ça s'arrête. C'est pour ça, Inès. Quand je le vois, je me rends compte que je me suis trompé de vie. Talak, il faut plus qu'on se voit. Je suis vraiment heureux pour toi. انت مفكرة انه فينا نطلع من كل شيء صار فينا هيك؟ عم أعمل كل شيء مشان هالشيء. L'étrangère, Gaïa Gigi, on comprend que Selma a dû endurer beaucoup de difficultés, beaucoup de péripéties pour arriver en France depuis la Syrie. Un long et périlleux voyage. Pour autant, vous n'insistez pas forcément sur cela, comme si c'était une ellipse, mais qui laisse des traces. Oui, exactement. Même j'ai filmé ça avec une lumière qui est différente du reste du film. C'est comme si on était dans un cauchemar. Et pour moi, voilà, c'était pour présenter aussi que c'est un voyage très psychologique, en fait. Et au début du film, quand on voit le personnage se noyer dans la mer, en train de se battre avec une autre femme, c'est comme si elle se battait avec elle-même. Elle voulait tuer une partie d'elle-même parce que je pense que quand on quitte notre pays, on laisse notre pays derrière nous et on va vers un autre, on est obligé à un moment donné de tuer une partie pour faire naître une autre. Et d'ailleurs, être étrangère à soi-même, d'où le titre étranger, exactement, étranger exilé. À son corps, être étrangère à son corps, à soi-même.
Et pour moi, même le personnage français dans le film, il est étranger à lui-même, même dans son propre pays. Donc, j'ai voulu Là, vous parlez de l'avocat, justement, Voilà. qu'elle va rencontrer, Selma, et qui va l'aider, justement, à Tout obtenir à des fait. papiers, comme on dit. Oui, donc pour moi, j'ai voulu traiter plusieurs thèmes de ce que c'est étranger et c'est pas uniquement un déplacement physique d'un pays à l'autre. Et c'est peut-être le cinéma qui vous aide aussi, justement, à surpasser cela. Vous avez quitté votre pays. Juste, Javad Javairi, vous avez quitté l'Iran en 1983, 4 ans après la révolution islamique de 1979. Ça vous parle, ce que dit Gaïa Gigi? Parfaitement, parfaitement. C'est vraiment des expériences très, très communes. Et je pense que de toute façon, l'exil est ça. C'est vraiment l'expérience, l'exil, c'est bien ça. Ouais. Et il y a le mari de Selma, Iliad, qui est prisonnier en Syrie, je le disais, dans les geôles du pouvoir. C'est important aussi pour vous, à travers ce film, de nous rappeler quand même, des années après, alors que le pouvoir a changé en Syrie, qu'il y a un ancien islamiste aujourd'hui qui est arrivé au pouvoir. C'est important de rappeler cette réalité, cette violence, pour ne pas oublier. Oui, d'abord, c'est ça. Et c'est montrer aussi que ça laisse comme trace, comment ça détruit des liens, des histoires d'amour. Parce que quand Iyad sort de cette expérience terrible, il est brisé, il part dans l'espoir de retrouver sa femme, son fils, de reconstruire sa vie. Et là, il se retrouve face à une femme qui n'est plus la même, parce qu'elle aussi, elle a traversé beaucoup de choses, ce qui rend la retrouvaille impossible entre les deux. Il faut bien imaginer la douleur. Et d'ailleurs, il y a une scène particulièrement difficile dans votre film. On va voir la séquence, on va en entendre quelques notes. On voit Selma qui crie, elle appelle son fils et elle entend un bombardement derrière. Qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là quand on est une maman? On imagine qu'il y a la peur aussi, mais peut-être la culpabilité? Une grande culpabilité. Et moi, dans le film, c'est un personnage qui se culpabilise beaucoup et on essaye aussi de la culpabiliser. Enfin, sa mère lui dit « mais pourquoi tu es parti ?» Son fils lui dit « tu es parti, tu sais rien de ce qui se passe ou ce que je vis ici ». Et puis, il y a ce coup de téléphone qui fait exister le contexte de la guerre dans une ville paisible en France qui est Bordeaux. Donc cette femme ça, moi, je l'ai vraiment, un tiraillement. Un tiraillement. Et ça, je l'ai vraiment entendu, moi, d'une réfugiée syrienne qui, un jour, m'a dit, à Paris, m'a dit son mari, lui reprochant, lui disait, voilà, tu t'es opposé au régime, tu es parti, en fait, tu as brisé notre famille. Ce sont des réalités. Zahra Amir, c'est l'actrice que vous avez choisie pour incarner Selma. Elle est magistrale. Qu'est-ce que vous avez trouvé en elle de si évident ? Moi, je réfléchissais beaucoup à l'actrice qui pouvait jouer ce rôle quand j'écrivais le film. Et quand j'ai vu Zahra dans le film Les Nuits de Machhad d'Ali Abbasi, j'ai vu tout de suite mon personnage. En fait, j'ai vu Selma, j'ai vu son regard, son visage, ses expressions, son jeu. Et bon, je me suis inquiétée, bien sûr, à un moment pour la question de la langue. Mais j'arrivais pas à voir une autre actrice qui peut faire ce rôle. Elle correspondait beaucoup au fantasme que j'avais de ce personnage pendant l'écriture. Donc, on a fait un travail de coaching pour la langue arabe et voilà, parce que je ne voyais pas quelqu'un d'autre qui peut faire ça a bien ce pris. rôle. Et juste un mot, vous l'avez évoqué, mais l'avocat, dans le film, au départ, l'administratif, les migrants, les réfugiés, le droit d'asile, ce n'est pas du tout son domaine. Qu'est-ce que ça va provoquer chez lui, cette rencontre ? Il va se retrouver face à une tragédie qui se passait loin de chez lui. Enfin, on pense toujours que quand il y a une guerre ou une tragédie, c'est loin de chez nous, ça ne va pas nous toucher. Alors, je pense que c'est toujours proche, très proche. Et donc, il y a cette femme qui va arriver avec sa tragédie, ses blessures, frapper à sa porte et lui dire aidez-moi. Et donc, lui qui mène une vie parfaite, enfin en apparence, il va se retrouver face à une grande tragédie et ça va bouleverser quelque chose chez lui. Et c'est pour ça qu'il va essayer de l'aider. Parce que lui aussi, il est seul. Moi, je trouve que c'est la solitude aussi qui rassemble ces deux personnes. La solitude qui rassemble effectivement quand on est dans les épreuves, la vague Mouja donc, et le film commence effectivement par des vagues. Les artistes qui s'emparent de cette question et de ces questions douloureuses. Javad Javairi, parlez-nous de Da dans votre roman L'Ayatollah aimait sa femme plus que Dieu. Da donc, Mariam de son vrai nom, on ne va pas tout raconter, mais dites-nous d'abord qu'est-ce qui la caractérise. Elle est courageuse. D'abord, c'est une femme. Elle est très courageuse. Elle est intelligente, une mémoire phénoménale.
Intrépide, dit-on. Intrépide. Et ce qu'elle aime le plus, c'est la vie. Ouais. Et de retrouver son indépendance. Et ça lui fait vraiment un personnage féminin très puissant, et à très fort. 15 ans à peine, 15 ans, Mariam est la veuve la plus jeune, la plus intrépide, vous l'avez dit. Et en fait, elle va être hébergée par Sayad Issa, qui est un mollah très respecté de Nadjaf, au lieu de l'islam chiite. Alors, il va l'épouser, mais il ne va pas avoir la vie à laquelle il s'attendait. Pourquoi donc ? Parce que dans l'acte de mariage, il y a un pacte entre les deux et la jeune Mariam dit « Je serai ta femme à condition que tu m'apprends le savoir ». Le savoir. Donc pour Ayatollah, c'était lire et écrire. Mais pour Mariam, c'était le savoir sans borne. Et donc du coup, elle arrive par le texte à dépasser son mari, à tout point de vue. Donc à ce moment-là, on a un ayatollah, en plus par-dessous de marché, elle devient mécréante. Donc on a un ayatollah qui dans la journée va enseigner dans les écoles coraniques les préceptes d'islam, et le soir se fait battre dans son lit par sa femme qui lui dit mais tout ça, ça tient pas debout. Donc ça crée quand même une situation. C'est diamétralement opposé. Qu'est-ce que ça va changer en lui d'ailleurs ? Il va devoir composer avec ses pairs. Comment ça se passe ? Il doit composer déjà avec sa croyance, parce que elle réussit à quand même semer les grains de doute. Et le doute n'est pas admise. À ce niveau-là, à ce rang, on va dire dans l'hiérarchie. Donc quand on commence à douter, ça devient vraiment quelque chose. Donc à ce moment-là, c'est cette dualité entre les deux et le fait qu'elle s'appuie sur le même texte, avec ce différence près qu'elle n'a pas un regard dogmatique. Elle n'a pas le regard dogmatique. Le titre de votre roman est déroutant. L'ayatollah aimait sa femme plus que Dieu. Dans l'Iran d'aujourd'hui et d'hier, ce n'est pas sans conséquence de faire passer l'amour d'une femme avant celle de Dieu. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Mais cet ayatollah le fait. Le fait. C'est ça qui est. Et pourquoi Bon. Et votre écriture. Je ne raconte pas plus. Pas plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre écriture nous fait vraiment sentir les contes orientaux, les contes persans. En quoi est-ce que vous vous inscrivez, vous, écrivain, dans cette lignée du Alors, conte ? moi, je ne m'inscris pas dans les lignées de Mille et une nuits. C'est un roman moderne. Mais bon, comme je suis bercé par les contes, c'est vous. Déjà, bon, j'ai ma manière à raconter l'histoire. Tout le monde trouve que c'est un voyage, et voilà, moi j'invite à un voyage. Vous avez envie d'un voyage. J'aimerais juste lire un petit extrait. Dans ses balades, un jour, elle trouva les plus extraordinaires des marchands, les bouquinistes. Elle savait que Sayed Issa avait des livres dans sa bibliothèque, mais elle était fermée par un gros cadenas. Pour quelle raison le mollah enfermait-il ses livres, alors qu'ici, on les étalait comme du poisson à vendre ? La métaphore est belle, elle est forte, elle a vraiment cette curiosité, cette envie de s'emparer de ses livres. Oui, et en fait, elle vit dans un bibliothèque de l'ayatollah, remplie de livres, et pour elle, c'est une forteresse imprenable, tous ces livres-là. Mais 10 ans après, elle dit, rien que ça c'est rien, ça. C'est déjà fini. Donc, elle a déjà fait le tour de bibliothèque et donc elle réussit à transcender sa position de femme grâce à la savoir. Et pour nous, lecteurs, lectrices, ce qui est fort aussi, c'est que beaucoup de familles se reconnaîtront, parce que dans les familles, il y a toujours des silences, des secrets, il y a des légendes aussi qui entourent Da. On va s'imaginer sa vie quand elle va partir. Il y a aussi une part de mystère. Il y a une part de mystère. Pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Il y a beaucoup de mystère familial. Et bon, après, donc on a un Da qu'on doit découvrir. Elle est centenaire. Et pour découvrir Da, on a 100 ans de l'histoire de l'Iran qui déroule en arrière-plan. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas du tout un livre historique, mais on a quand même cet arrière-plan qui épouse la vie de la jeune femme pour dire comment elle a évolué dans une société qui s'est mise aussi en marche. Et c'est la force de la littérature, loin de l'actualité brûlante. Javad Javaïri, l'ayatollah aimait sa femme plus que Dieu, édition Gallimard. On va passer maintenant, chers invités, à vos coups de cœur culturels. C'est notre séquence atmosphère.
Bakir, on est en pleine Coupe du Monde et c'est un livre qu'il faut, à mon avis, lire. Je ne l'ai pas encore fait. Foot Manifesto, 15 propositions pour sauver le ballon rond de Mickaël Correa et Sébastien Thibault. Un petit mot sur ce livre de part et d'autre. Je sais qu'il y en a un qui est supporter de l'OM et l'autre de l'OL, 2 Olympiques, Marseille et Lyon. Oui, c'est vrai que la période s'y prête un petit peu en période de Coupe du Monde. On voulait faire un petit clin d'œil surtout au foot populaire, en fait. C'est un peu ce que défend ce livre-là, essayer de se détacher un petit peu de ce qui est devenu le football. Les ravages du libéralisme, dit le livre, qui ont transformé le sport le plus populaire du monde en vulgaire marchandise. D'ailleurs, la Fédération internationale de football est très critiquée pour ce mondial. Il y a eu notamment cet arbitre somalien qui a dû être refoulé. Ça vous attriste de voir la tournure prise parfois par les événements autour de ce sport? Oui, parce que surtout la Coupe du Monde, normalement, et en plus, quand il y a un pays à la Coupe du Monde, il doit respecter certaines règles. Et là, on voit que rien n'est respecté, que les États-Unis font comme ils ont envie de faire. Et la FIFA ne dit rien. Donc, on sent que tout est corrompu et que le football s'enfonce dans le business. Et qu'on perd cet esprit populaire. On perd cet esprit populaire. Voilà pour ce livre Gaïa Gigi, les 4 saisons de Vivaldi. C'est toujours magique, recomposé par Max Richter. C'est bluffant. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette... C'est une musique qui m'a beaucoup accompagnée pendant l'écriture du film. Bon, moi, je suis une grande fan de Max Richter. Et bien sûr, j'adore les 4 saisons de Vivaldi. Mais là, Max Richter a recomposé cette musique avec un air très moderne. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé à construire le scénario et surtout le rythme du scénario en faisant un film en 4 parties. D'abord, il y a l'urgence dans laquelle vit cette femme. Puis, il y a le moment où elle parle d'elle-même à cet avocat. Puis, il y a l'histoire d'amour. Et puis, il y a le passé qui revient avec le mari. Donc, moi, je trouve que cette musique m'a vraiment aidé avec l'univers de Max Richter que j'adore. Ça m'a aidé beaucoup à construire ce film. Et le film Viendra la Révolution, c'est votre coup de cœur, Javad Javairi, un film signé Pegah Angrani. Regardez. خرداد 1376 رشید یه حال دیگه ای بود. میگفت این بار با همیشه فرق داره. یه نفر اومده که مثل بقیه نیست. به اصرار رشید مادر بزرگم برای اولین بار بعد از انقلاب رأی داد. شب اعلام نتایج رشید انقدر جیغ زد که دیگه صداش در نمیومد. خوشحالی انتخابات رو رفتن ایران به جام جهانی بعد از 20 سال تکمیل کرد. مردم دقودلی 20 سال شادی نکردن و یه شب خالی کردن. Un petit clin d'œil à la Coupe du Monde que dispute d'ailleurs l'Iran. Javad Javairi, pourquoi faut-il voir ce film selon vous? Déjà parce que c'est une histoire de transmission. Donc c'est se rappeler d'où on vient. Et là, elle fait un travail formidable. 5 portraits. Oui, 5 portraits. Son enfance, la révolution, la perte d'un ami très proche dans les geôles du gouvernement islamique. Et donc les réformes, le mouvement réformiste et tous les espoirs du peuple iranien qui, n'oublions pas, ils sont sortis dans la rue depuis 1990, plus d'une dizaine de fois, et à chaque fois durement réprimés. Donc elle revient sur tout ça, et je pense qu'on a besoin de ce travail de mémoire. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur notre plateau. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On va se quitter en musique avec Bakir, le groupe qui nous interprète le titre Mouja, qui veut dire la vague. Merci de votre fidélité. Salam Trari, j'ai trouvé un plan pour vous rejoindre et je pars ce soir. Je ne vous cache pas que j'ai un peu peur, mais Inch'Allah je vais y arriver. Dès que j'ai un numéro, je vous appelle. Je vous aime.
شفت الولد صغير محير مغير مزير وسط الزحمة وشفت امه وشفت البو شفت الولد مغامر بصغره شفت البابور غادي ويميل فهمت باللي كاين مشكل فهمت باللي لا بحر جيعان فقعان باغي ياكل انسان او شفت المو فهمت باللي كاين مشكل شفت المو وانا يا خايف وحزين شفت المو فهمت باللي كاين مشكل شفت المو وانا يا خايف وحزين شفت بابور غادي ويميل فهمت باللي كاين مشكل شفت نهار وشفت الليل وانا يا خايف وحزين شفت بابور غادي ويميل فهمت باللي كاين مشكل شفت نهار وشفت الليل وانا يا خايف وحزين أو شفت الموت فهمت